Tu n'es qu'un passager. Mon ex-femme et son nouveau mari ont ricané dans l'avion. Puis le moteur est tombé en panne. Le pilote a murmuré mon indicatif. Appelez mes 6 Spectre au rang 9. Je suis entré dans le cockpit et j'ai prononcé 3 phrases en néerlandais qui ont sauvé 200 vies. Mon ex-femme regardait, figée, incrédule. Tu sais comme certains vols semblent interminables? Ce n'était pas le cas. Bon sang, j'aurais bien aimé que ce soit le cas. Chaque minute passée dans ce siège exigu était une minute de plus où je n'avais pas à affronter ce qui m'attendait à New York. Les funérailles de maman. Toute cette foutue famille réunie autour de son cercueil, faisant semblant de s'en foutre l'un de l'autre pendant un après-midi. Je m'appelle Jackson Riff. Même si la plupart de ceux qui me connaissaient à l'époque de l'armée de l'air m'appelaient Spectre, 38 ans, et maintenant je ne suis qu'un type comme les autres en classe économique, serré au rang 9 comme une sardine. L'hôtesse de l'air m'avait déjà proposé des cacahuètes à 2 reprises, et nous n'avions même pas encore décollé d'Amsterdam. J'ai décliné les 2 fois. J'avais l'estomac noué comme un nœud. L'ironie du sort ne m'avait pas échappé, j'avais piloté des avions capables de franchir le mur du son. Et me voilà, les mains crispées, passager d'un vol commercial. Mais voilà ce qui arrive quand on quitte l'armée avec une évaluation psychologique digne d'un roman d'horreur. Instables sous la pression, ils avaient écrit, inaptes à poursuivre les opérations aériennes. Façon bureaucratique de dire que j'avais craqué sous le poids de trop de missions et du manque de sommeil. C'est alors que je les ai aperçus, de l'autre côté de l'allée, 2 sièges plus loin. Marielle, mon ex-femme, semblait tout droit sortie d'un magazine de luxe avec ses cheveux blonds parfaitement coiffés et cette tenue de créateur qui devait coûter plus cher que mon loyer. Et à côté d'elle, le chouchou en personne, Brent Olling, mon remplaçant à plus d'un titre. Brent était tout ce que je n'étais pas. Un consultant d'entreprise impeccable, aux ongles manucurés et au sourire criant, je n'ai jamais eu une mauvaise journée de ma vie. Le genre de type qui utilisait probablement des mots comme synergie dans une conversation informelle et pensait qu'une mauvaise journée signifiait que son latte était servi à la mauvaise température. Il portait son arrogance comme une eau de Cologne hors de prix, épaisse, écrasante et impossible à ignorer. J'essayais de me concentrer sur le hublot, observant l'équipe au sol s'agiter en contrebas comme des fourmis. L'aéroport d'Amsterdam Schiphol était bondé comme toujours, les avions alignés sur le tarmac comme des jouets attendant leur tour. Mais je sentais le regard de Marielle sur moi. J'entendais presque les rouages tourner dans sa tête tandis qu'elle rassemblait le courage de dire le poison qu'elle avait concocté. Elle ne m'a pas déçu. Eh bien, elle l'a dit assez fort pour que la moitié de la cabine l'entende. Cette voix que j'adorais autrefois, maintenant tranchante comme du verre brisé. Jackson Riff. Quelles sont les chances? Je ne me suis pas retourné. Je ne lui ai pas donné cette satisfaction. 2 ans de silence, et je n'allais pas le rompre maintenant, juste parce que nous étions coincés ensemble dans un tube métallique pendant les 8 prochaines heures. Mais Marielle, elle, ne savait jamais quand s'arrêter. C'est probablement pour ça que notre mariage a sombré plus vite qu'un MiG dont le moteur était en panne. Tu sais, Brent, continua-t-elle d'une voix faussement doucereuse. C'est mon ex-mari dont je t'ai parlé. Celui qui pilotait ces gros avions militaires. Elle marqua une pause pour faire effet, comme si elle préparait la chute d'une blague cruelle. Bien sûr, c'était avant qu'il ne disparaisse. Maintenant, regarde-le. Je sentis le regard de Brent me transpercer le crâne. Je l'entendais presque me jauger, me demandant probablement comment cet ancien pilote déchu avait pu attirer une femme comme Marielle. Bonne question, honnêtement. Puis vint la phrase qui la blessa plus profondément qu'elle ne l'aurait probablement voulu. Tu n'es plus qu'un passager maintenant, Jackson, dit Marielle, sa voix portant cette satisfaction froide qui me disait qu'elle avait répété ce moment. Juste un autre passager. Le rire de Brent était exactement celui qu'on attendait, raffiné, maîtrisé et complètement creux. Le genre de rire qui lui permettait de traverser les conseils d'administration et les dîners avec des gens qu'il ne supportait pas, mais il faisait l'affaire. Les autres passagers commençaient à me dévisager. Certains avaient probablement compris le drame qui se tramait et s'installait pour le spectacle. Je gardais les yeux fixés devant moi, observant un chariot à bagages zigzagant entre les avions à l'extérieur. Mes mains étaient fermement posées sur les accoudoirs. Une mémoire musculaire acquise au fil d'années d'entraînement au pilotage les maintenait immobilisées, même lorsque tout en moi voulait me retourner et rappeler à Marielle à qui elle parlait. Mais elle avait raison, non. Je n'étais plus qu'un passager. Pas d'indicatif, pas de mission, pas d'autre but que d'aller du point A au point B comme tout le monde.
Le puissant spectre, réduit à espérer que les vrais pilotes à l'avant savaient ce qu'ils faisaient. La voix du commandant de bord grésillait dans l'interphone, douce et professionnelle. Mesdames et messieurs, nous sommes les prochains à décoller. Hôtesse de l'air, veuillez préparer la cabine pour le départ. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de me recentrer comme on nous l'apprenait lors des formations à la gestion du stress. Compter sa respiration. Se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas. Toute cette guerre psychologique qu'on nous avait inculquée avant de nous envoyer en zone de combat. Les moteurs ont lancé leur vrombissement familier, accumulant de la puissance. Même en classe économique, même en tant que passager, je sentais l'avion prendre vie autour de moi. La vibration dans les sièges, le léger glissement lorsque le pilote testait les commandes, la façon dont l'avion tout entier semblait retenir son souffle avant le décollage. C'était le moment qu'on aimait le plus autrefois. Ce moment où des tonnes de métal, de carburant et d'espoirs humains défiaient la gravité et s'envolaient dans le ciel. Ça me donnait des frissons à chaque fois, que je sois en vol ou que je voyage. Marielle parlait encore à Brent, lui expliquant probablement comment j'avais perdu la boule lors de mon dernier déploiement. Comment je suis rentré différent, brisé, comment elle avait essayé de faire en sorte que ça marche, mais qu'elle ne pouvait pas vivre avec quelqu'un qui sursautait au moindre bruit et se réveillait en hurlant à cause de cauchemars de mission qui avaient mal tourné. Elle. Bonjour, Jackson, dit-elle doucement. Marielle, j'ai gardé ma voix neutre, professionnelle. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Elle jeta un coup d'œil dans la pièce des passagers et de leurs familles, des gens qui étaient en vie à cause des décisions que j'avais prises lorsque tout s'effondrait. Je devais voir cela, a-t-elle dit. Je devais comprendre ce que vous avez fait. Elle m'a remis une enveloppe de manille sans cérémonie. À la presse. Vous étiez le seul à voler. Tous les problèmes que l'évaluation disait. J'ai passé 2 ans à me convaincre que vous quitter était la bonne décision, que vous étiez brisé, instable, incapable de gérer la pression. Je laisse l'enquête de Bren sur vos dossiers militaires confirmer ce que je voulais croire. Que j'avais été intelligent pour sortir avant que les choses ne s'aggravent. Astérisque. Mais vous regardez dans ce cockpit, voir de quoi vous étiez capable quand cela comptait vraiment, j'ai réalisé quelque chose que j'aurais dû comprendre il y a des années. Tu n'étais pas cassé. Tu étais juste humain. Et parfois, être humain dans une situation inhumaine est exactement ce qui est nécessaire. Je ne peux pas annuler le divorce. Je ne peux pas reprendre les choses que j'ai dites ou la façon dont je laisse Bren vous attaquer dans les médias. Mais je peux vous dire ceci. Lorsque cet avion tombait du ciel, il n'y avait qu'une seule personne en qui nous avons confiance pour nous sauver. La même personne en qui j'aurais dû faire confiance pour sauver notre mariage. Astérisque, je suis désolé, Jackson, pour tout. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai remise dans l'enveloppe autour de nous. La réunion se terminait. Les passagers échangeant les coordonnées et promettant de rester en contact. Des gens normaux retournant à leur vie normale, emportant avec eux le souvenir d'un jour où la normale n'avait pas été suffisante. Merci, j'ai dit à Marielle. Pour l'affidavit et la lettre, l'affidavit devrait aider Sabine avec l'affaire judiciaire contre le cabinet de Brent, a-t-elle déclaré. Quant à la lettre, elle haussa les épaules. J'avais juste besoin que vous sachiez que je comprends enfin qui vous êtes vraiment. J'ai regardé autour de la pièce une fois de plus à toutes ces personnes qui étaient en vie parce que je me souvenais comment voler quand c'était le plus important. À Eric Vanderberg, qui avait fait confiance à un étranger avec la vie de ses passagers. Aux passagers qui avaient trouvé de nouvelles directions dans leur vie à cause de 20 minutes de chaos contrôlé. Je suis la même personne que j'ai toujours été. Je lui ai dit, tu ne regardais pas. Plus tard dans la soirée, je suis retourné à mon hôtel et j'ai ouvert mon journal de bord à une nouvelle page. Au sommet, j'ai écrit la date et l'emplacement. Ensuite, dans l'espace réservé aux remarques, j'ai écrit quelque chose que je n'ai jamais metté dans n'importe quel dossier officiel. Leçon apprise. Ils vous disent de rester stable quand tout s'effondre, mais parfois, se tenir stable ne suffit pas. Parfois, vous devez voler. Note finale, 4 secondes d'hésitation dans un exercice d'entraînement ne définissent pas un pilote. 20 minutes de précision volant en une véritable urgence. Apprenez-leur à rester stable même lorsque le monde dit qu'ils ne peuvent pas. Surtout quand le monde dit qu'ils ne peuvent pas risque. J'ai fermé le journal de bord et regardé par la fenêtre à la base de Twin Air au loin où les véhicules d'urgence étaient toujours prêts pour la prochaine crise, la prochaine situation impossible qui obligerait quelqu'un à faire l'impossible. Quelque part là-bas, un autre pilote se débattait probablement avec le doute de soi,
se demandant s'ils avaient ce qu'il fallait quand tout s'est mal passé. Un autre mariage se terminait probablement parce que quelqu'un ne pouvait pas voir au-delà des évaluations psychologiques de la personne en dessous. Mais ce n'était plus mon problème. J'avais atterri l'avion. J'avais ramené tout le monde à la maison. Et c'était suffisant. Ne mentez pas. C'était le comble. L'avion s'élança brusquement vers la piste. Par le hublot, je regardais Amsterdam se rétrécir, prête à n'être plus qu'un point sur la carte derrière nous. Dans quelques heures, nous atterririons à New York, et je devrais affronter ce qui restait de ma famille. Faire face à la réalité, maman était partie, et je n'avais pas été là au moment crucial. Mais à cet instant, avant le décollage, je n'étais encore qu'une passagère, toujours invisible, toujours en sécurité dans l'anonymat de la rangée 9, siège C. Ce silence que Marielle était si fière d'avoir brisé. Il allait bientôt prendre fin. Pas avec des mots, cependant. De toute façon, je n'ai jamais été très doué avec les mots. Non. Quand mon silence serait enfin brisé, ce serait par des actes. Le genre d'acte qui rappellerait à chacun qui était Spectre. L'embarquement s'éternisait comme toujours. Des gens tâtonnant avec les compartiments supérieurs. Des hôtesses de l'air faisant leur danse de sécurité. Des passagers se disputant l'attribution des sièges comme si leur vie en dépendait. Je gardais les yeux rivés au hublot, observant l'équipe au sol terminer ses vérifications pré-vol. Les vieilles habitudes ont la vie dure, et même en tant que passager, je me surprenais à repasser mentalement la même liste de contrôles que celle que je faisais en tant que pilote. Conduite de carburant débranché, vérification. Groupe électrogène au sol au démarrage, vérification. Volet en position, vérification. Le bourdonnement familier se fit entendre au plus profond de l'appareil lorsque les moteurs entamèrent leur séquence de démarrage. La plupart des passagers ne le remarquèrent probablement même pas, mais je le sentais au plus profond de moi. Cette vibration faible et régulière qui signifiait que nous allions confier notre vie à 2 turboréacteurs et aux lois de la physique. J'ai fermé les yeux et commencé à compter. C'était une habitude que j'avais prise pendant mes années dans l'armée de l'air. Une habitude nerveuse qui, d'une certaine manière, m'était restée longtemps après mon immobilisation au sol. Compter les vibrations. Sentir le rythme. Chaque avion avait son propre battement de cœur, son propre bourdonnement caractéristique qui vous indiquait que tout fonctionnait comme il se doit. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Le moteur bâbord tournait sans à-coups, le régime grimpant régulièrement. Le moteur tribord a suivi quelques secondes plus tard, et j'ai senti toute la cellule s'installer dans ce grondement régulier et assuré, signe de sérieux. Derrière moi, j'ai entendu un enfant demander à sa mère quand on allait décoller, et un homme d'affaires se plaindre au téléphone de conférences téléphoniques retardées. Juste une autre journée à 9000 mètres d'altitude. Juste un autre vol de routine avec quelques centaines de personnes qui ignoraient tout ce qui pouvait mal tourner entre ici et New York. Mais à mi-chemin de l'embarquement, quelque chose a changé. Ça a commencé par un battement, une minuscule irrégularité dans le bruit du moteur que personne d'autre n'a probablement remarqué. Mais j'avais passé suffisamment d'années à écouter les moteurs d'avion pour savoir quand quelque chose n'allait pas. Le schéma vibratoire a changé l'espace d'une seconde, comme si l'avion avait eu un hoquet. J'ai ouvert les yeux et jeté un coup d'œil vers l'aile. De là où j'étais assis, tout semblait normal. Pas de fumée, pas d'étincelle, aucun signe évident de problème. Mais ce battement était toujours là, enfoui sous le bruit normal du moteur, comme un murmure indéchiffrable. Peut-être étais-je paranoïaque. Bon sang, je l'étais probablement. 2 ans de thérapie et assez d'anxiolytiques pour remplir une pharmacie, et je sursautais encore à la vue des ombres, toujours avec des problèmes d'audition qui n'existaient pas vraiment. Les hôtesses de l'air effectuaient leur dernier contrôle de sécurité, cette routine chorégraphiée à propos des ceintures de sécurité et des masques à oxygène que tout le monde ignore. Quelques passagers arrivaient encore, traînant leurs bagages à main et cherchant leurs sièges assignés. Tout était normal. Tout allait bien, sauf ce satané flottement. J'essayais de me calmer, de me concentrer sur autre chose. Par le hublot, j'apercevais la tour de contrôle au loin, coordonnant probablement notre créneau de départ avec le contrôle aérien. Le sol était encore humide d'une averse précédente, et le soleil de fin d'après-midi peignait tout de nuances dorées et ambrées. Puis c'est arrivé. L'explosion a frappé comme un coup de massue en plein ventre. L'instant d'après, je comptais les vibrations du moteur et observais les gouttes de pluie sur le hublot. La seconde suivante, l'avion tout entier se cabra comme un cheval furieux,
projetant les passagers contre leur dossier et projetant leurs bagages à main hors des compartiments supérieurs mal fermés. Le bruit était indescriptible. Non seulement fort, mais physiquement douloureux. Comme se tenir trop près d'un coup de tonnerre ou être à l'intérieur d'un canon lorsqu'il éclate. Le genre de bruit qui non seulement frappe les oreilles, mais fait claquer les dents et vibrer la cage thoracique. Les gens se mirent aussitôt à crier. Pas les cris d'excitation qu'on entend sur les montagnes russes, mais le cri rauque et primaire qui accompagne la prise de conscience qu'on est peut-être sur le point de mourir. Une femme 3 rangs plus haut serrait son bébé dans ses bras, le visage ruisselant de larmes. Un vieil homme, de l'autre côté de l'allée, serrait son accoudoir si fort que ses jointures en étaient blanches. Les compartiments supérieurs s'ouvrirent comme Jacques dans les cartons, déversant ordinateurs portables, sacs à main et sacs de course hors taxe dans les allées. Les lumières de la cabine clignotèrent une fois, 2 fois, puis se stabilisèrent. Les bandes lumineuses d'urgence au sol se mirent à briller. Cette couleur verte inquiétante qui signifie que les choses ont sérieusement dérapé. Puis vint l'odeur, celle des produits chimiques brûlés, du métal chaud, cette puanteur âcre et suffocante qui vous annonce une panne grave. Elle emplit la cabine comme la fumée d'un incendie, provoquant tout, haut le cœur et panique encore plus. Les masques à oxygène tombèrent. Ces gobelets en plastique jaune dont tout le monde plaisantait pendant la démonstration de sécurité n'étaient soudain plus aussi drôles. Ils pendaient au plafond comme des fleurs fanées, se balançant d'avant en arrière tandis que l'avion continuait de vibrer et de se cabrer. J'attrapai le mien sans réfléchir, la mémoire musculaire de mes innombrables exercices d'urgence prenant le dessus. Mettre son propre masque d'abord, puis aider les autres. Une formation de survie de base, inculquée tant de fois dans ma tête qu'elle était pratiquement ancrée en moi. La panique se répandait comme une traînée de poudre. Les parents essayaient d'aider leurs enfants à porter leurs masques tout en peinant à enfiler les leurs. Les hôtesses de l'air hurlaient des instructions que personne n'entendait à cause des cris et des alarmes qui hurlaient maintenant dans la cabine. Je me suis retourné pour voir comment allaient Marielle et Brent. Un instinct stupide me poussait à les aider malgré tout ce qui s'était passé entre nous. Le visage de Brent était devenu tout blanc, comme si on l'avait vidé de son sang. Ses cheveux, parfaitement coiffés, étaient en bataille et son costume coûteux était froissé là où il avait été projeté contre son siège. Mais c'est Marielle qui a vraiment retenu mon attention. Elle était figée, complètement figée, la main si serrée sur l'accoudoir que j'ai cru qu'elle allait se casser les doigts. Ses yeux étaient écarquillés de terreur et elle regardait droit devant elle, comme si elle n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. J'avais déjà vu ce regard dans les zones de combat, quand tout partait en vrille et que les esprits n'arrivaient plus à suivre la réalité. On appelait ça le choc des obus. Maintenant, on a des noms plus sophistiqués, mais c'est la même chose. Le moment où votre cerveau appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence et vous laisse paralyser. C'est là que je l'ai entendu. Perçant tout ce chaos, tous les cris, les alarmes et les bruits d'un avion en grave difficulté, une voix s'éleva dans l'interphone. Calme, feutré, presque conversationnel, comme si quelqu'un demandait la météo. Appelez-moi Spectre. Rangée 9. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Personne ne m'avait appelé Spectre depuis 2 ans. Personne, sauf les gars avec qui j'avais servi, et la plupart étaient morts ou passés à autre chose. Mais quelqu'un dans ce cockpit savait exactement qui j'étais et où j'étais assis. Brent semblait confus, se demandant probablement ce que c'était qu'un spectre et pourquoi quelqu'un en cherchait un en cas d'urgence. Mais l'expression de Marielle avait changé. La terreur figée était toujours là, mais sous-jacente, il y avait autre chose. Reconnaissance, compréhension. Elle savait ce que signifiait cet indicatif. Elle savait de quoi j'étais capable. Je me suis relevé, les jambes stables, malgré les tremblements incessants de l'avion autour de moi. Les gens criaient, pleuraient et priaient encore les dieux auxquels ils croyaient. Mais pour la première fois depuis 2 ans, j'ai ressenti quelque chose que j'avais presque oublié. Un but. Le silence allait prendre fin. Non pas par des mots, mais par des actes. L'hôtesse de l'air est apparue de nulle part, naviguant dans le chaos comme si elle nageait à contre-courant d'une rivière de panique. Son uniforme était froissé. Ses cheveux s'étaient détachés de leur lien professionnel, et elle avait une petite coupure au front qu'elle n'avait probablement même pas encore remarquée. Mais sa voix était posée, le calme que l'on acquiert après des années d'expérience dans les situations d'urgence, réelles ou imaginaires. « Monsieur, veuillez regagner votre place », a-t-elle dit en tendant la main pour me saisir le bras. « Nous devons tous rester assis et vérifier le manifeste », ai-je interrompu, sans bouger d'un pouce. Ma voix était posée, autoritaire,
le même ton que j'utilisais pour donner des ordres à mon escadron à l'époque où les ordres avaient un sens. Jackson Reef, indicatif spectre. Sa main s'est figée à mi-extension. J'ai vu son visage changer à mesure que les informations s'imbriquaient. Son regard passait de l'inquiétude professionnelle à une sorte de stupeur. Elle a sorti une petite tablette de sa poche. Le genre de tablette que les hôtesses de l'air utilisaient pour suivre les passagers, leurs préférences alimentaires et Dieu sait quoi d'autre. Ses doigts ont parcouru rapidement l'écran, parcourant ce que je pensais être la liste des passagers. Puis elle s'est arrêtée, a regardé l'écran, m'a regardé, puis est revenue à l'écran. Putain, a-t-elle murmuré. Et j'ai vu qu'elle regrettait immédiatement son langage. Mais parfois, les grossièretés sont la seule réponse honnête à une situation impossible. Ouais, ai-je dit simplement. Maintenant, écartez-vous. Elle n'a pas hésité. Son éducation professionnelle a fait son effet, et elle s'est écartée de mon chemin comme si je portais un ordre présidentiel. Derrière moi, j'entendais la voix de Brent percer le chaos, aiguë et confuse. Que diable se passe-t-il? Qui est-il? Marielle, que se passe-t-il? Mais je n'ai pas regardé en arrière. Je ne pouvais pas me le permettre. Le problème de cet avion empirait de seconde en seconde. Je le sentais à la légère inclinaison du plancher vers la gauche. À la façon dont le bruit du moteur était passé d'un grondement régulier à quelque chose de plus irrégulier, de plus désespéré. Le trajet jusqu'au cockpit me parut interminable, même s'il dura probablement moins de 30 secondes. Chaque pas était une lutte contre les mouvements de plus en plus erratiques de l'avion. Les passagers criaient, pleuraient, essayaient toujours de comprendre comment utiliser les masques à oxygène que la plupart n'avaient jamais pris au sérieux lors du briefing de sécurité. Un homme d'affaires en première classe m'a attrapé le bras à mon passage. Vous êtes de l'équipage? Que se passe-t-il? Tout va bien se passer? Je l'ai regardé. C'était un homme d'âge moyen en costume coûteux, probablement en route pour New York pour une réunion d'affaires qui lui semblait extrêmement importante une heure plus tôt. Maintenant, il ressemblait à un enfant effrayé qui aurait perdu ses parents dans un centre commercial. Tout va bien se passer, lui ai-je dit. Et je le pensais vraiment. Non pas parce que je savais que tout allait s'arranger, mais parce que j'allais m'en assurer. La porte du cockpit était déjà ouverte quand je l'ai atteinte. Protocole d'urgence. En cas de crise, cette porte reste déverrouillée pour que les secours puissent passer si nécessaire. Une politique judicieuse, cependant. Cela a probablement terrifié les passagers qui pouvaient voir dans le poste de pilotage et constater le chaos qui régnait à l'avant. Ce que j'ai vu en entrant n'était pas encourageant. Le copilote était affalé sur ses commandes, conscient, mais à peine. Du sang coulait d'une entaille au cuir chevelu, là où il avait probablement été projeté contre quelque chose lors de l'explosion. Ses mains tremblaient et il essayait de se concentrer sur le tableau de bord, comme s'il n'arrivait pas à comprendre ce qu'il voyait. Le commandant de bord était toujours assis à son siège, luttant encore avec les commandes. Mais je voyais la tension dans ses épaules et la sueur perler sur son front. C'était un grand gaillard, probablement la cinquantaine, avec ce visage buriné qui trahissait ses décennies de carrière en avion commercial. Mais là, il semblait se battre contre une menace en train de gagner. Il leva les yeux. À mon entrée, l'espace d'une fraction de seconde, je vis le soulagement se lire sur son visage. Non pas parce qu'il me reconnaissait, mais parce que quelqu'un, n'importe qui, avait répondu à son appel à l'aide. Spectre, demanda-t-il, son accent empreint d'une intonation néerlandaise. Jackson Reef, confirmai-je, se dirigeant déjà vers le siège du copilote. Ancien pilote de combat de l'USAF, polyglotte, certifié OTAN. Quelle est la situation? C'était le jargon militaire pour dire, coupez-le et dites-moi comment on va. Mais je me suis dit que je resterais professionnel pour l'instant. Le commandant de bord ne perdit pas de temps en civilité. Le moteur droit est complètement en panne. Le moteur gauche chauffe, perdant de la puissance. Nous avons perdu la pression hydraulique dans 2 systèmes. Le pilote automatique est hors service et l'ordinateur de bord nous fournit des données erronées. Je me glissais déjà dans le siège du copilote, écartant délicatement le blessé. Mes mains trouvaient les commandes automatiquement, la mémoire musculaire prenant le dessus comme si je n'avais jamais quitté le cockpit. Le jaune d'œuf me semblait familier sous les paumes. Les pédales de direction répondaient à la pression de mes pieds. Et soudain, je n'étais plus un simple passager. J'étais un pilote. Le tableau de bord racontait l'histoire avec des chiffres impitoyables.
La température du moteur grimpait dans le rouge. Le débit de carburant était irrégulier. Les systèmes électriques présentaient des pannes intermittentes. L'altitude baissait lentement mais sûrement. Depuis combien de temps l'explosion s'était-elle produite? Demandai-je, mes yeux scrutant les écrans, mon cerveau cataloguant automatiquement les problèmes et les solutions possibles. 3 minutes, répondit le commandant de bord. Peut-être 4. Cela signifiait qu'il nous restait peut-être 20 minutes avant que le moteur restant ne lâche complètement. 20 minutes pour trouver un endroit où atterrir un avion endommagé avec 200 personnes à bord. Comment vous appelez-vous, commandant? Vanderberg. Eric Vanderberg. Très bien, Eric. J'ai besoin que vous restiez calme et que vous me suiviez. On va s'en sortir. Des voyants d'alarme clignotaient sur le tableau de bord comme un sapin de Noël conçu par quelqu'un avec un humour noir. Mais j'avais vu pire. Bon sang, j'avais vécu pire. La différence, c'est qu'à l'époque, je n'étais responsable que de ma propre vie. J'avais maintenant toute une liste de passagers qui dépendaient de ma capacité à ne pas tout gâcher. L'avion a de nouveau tremblé, plus violemment cette fois, et j'ai entendu de nouveaux cris dans la cabine derrière nous. Les jointures d'Eric étaient blanches là où il serrait les commandes. Elle devient de plus en plus difficile à contrôler, a-t-il dit en serrant les dents. Je sais, ai-je répondu en ajustant le trim pour compenser la perte de puissance due au moteur en panne. Mais elle vole toujours. Tant qu'elle vole, on a des options. C'était le principe de base de la philosophie du pilote. À chaque problème sa solution tant qu'on est en l'air. C'est quand on arrête de voler que les choses se sont vraiment compliquées. J'ai regardé par le pare-brise la campagne néerlandaise défiler sous nous. Des champs verdoyants et plats, des petites villes, des routes qui ressemblaient à des lignes tracées au crayon sur une carte. Quelque part là-bas se trouvait une piste assez longue pour accueillir un avion de ligne. Il fallait juste que je la trouve avant qu'on ne manque de ciel. Eric, ai-je dit d'une voix ferme malgré le chaos qui nous entourait. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Tu peux faire ça? Il m'a regardé un long moment. Cet inconnu qui était entré dans son cockpit lors de la pire journée de sa carrière de pilote. Puis il a hoché la tête. Bien. Maintenant, allons-y. Mes mains ont parcouru le tableau de bord avec la précision qui résulte d'années d'entraînement et d'une mémoire musculaire qui ne disparaît jamais vraiment. Eric faisait de son mieux pour maintenir le vol en palier. Mais je voyais la tension dans ses épaules tandis qu'il luttait contre la tendance de l'avion à partir en lacet vers la gauche avec un seul moteur en marche. C'est là que je l'ai repéré. Un tableau de bord que la plupart des pilotes commerciaux n'ont probablement jamais touché de toute leur carrière. Bon sang, la plupart d'entre eux ignorent probablement même son existence. Mais je l'ai fait, car à l'époque où j'étais dans l'armée de l'air, nous nous entraînions sur tout, des avions d'épandage aux avions cargo, et il fallait parfois parler à des gens qui ne s'attendaient pas à avoir de vos nouvelles. Le tableau de bord des communications d'urgence était dissimulé derrière un couvercle à charnière marqué d'avertissement en 3 langues. Je l'ai relevé, révélant un ensemble d'interrupteurs, de cadrans et de sélecteurs de fréquences qui semblaient appartenir à un avion militaire plutôt qu'à un avion de ligne. « Qu'est-ce que tu fais » a demandé Eric en jetant un coup d'œil tout en continuant à manipuler les commandes. « Tu nous demandes de l'aide » ai-je répondu, mes doigts dansant sur le sélecteur de fréquences. Cet appareil est plus silencieux que ce que la brochure passager annonçait. Le système de communication d'urgence était conçu précisément pour ce genre de situation, lorsque les canaux de contrôle aérien habituels étaient saturés ou lorsqu'il fallait joindre des agences spécifiques opérant sur des fréquences classifiées. La plupart des pilotes civils n'ont jamais appris à l'utiliser, car ils n'en avaient jamais besoin. Mais je n'étais pas comme la plupart des pilotes. J'ai saisi une fréquence que je n'avais pas utilisée depuis plus de 2 ans. Une fréquence gravée dans ma mémoire, parmi une douzaine d'autres que l'armée de l'air m'avait fait mémoriser pendant ma formation de certification OTAN. Mon doigt est resté sur le bouton de transmission 1 seconde. Ça y était. Le moment où j'ai cessé d'être Jackson Reeve, un ancien pilote sur le déclin, pour redevenir Spectre. Le moment où toutes ces nuits blanches, ces évaluations psychologiques et ces séances de thérapie signifiaient quelque chose, ou ne signifiaient rien du tout. J'ai appuyé sur le bouton et prononcé 3 phrases en néerlandais. Mort, inspecteur Namarly. La première phrase était « Identification ». Il s'agit d'un spectre utilisant l'ancien code phonétique de l'OTAN, antérieur au système actuel. Tout contrôleur militaire digne de ce nom le reconnaîtrait immédiatement et saurait qu'il avait affaire à quelqu'un dont les habilitations dépassaient largement celles de l'aviation civile. La réponse est arrivée presque immédiatement,
grésillant dans le haut-parleur avec ce professionnalisme impeccable qui m'a indiqué que j'avais contacté exactement la personne que je voulais contacter. Spectre, authentifiez-vous avec votre indicatif d'appel personnel et votre numéro de matricule. J'ai débité ma désignation d'escadron et mon numéro de matricule, des informations soi-disant classifiées, mais auxquelles tout contrôleur digne de ce nom aurait accès en quelques secondes. En attendant la confirmation, j'ai poursuivi avec la deuxième phrase, coordination des agents, jargon militaire, pour « j'ai besoin que vous parliez à plusieurs agences à la fois et que vous vous assuriez que tout le monde est sur la même longueur d'onde. » Dans ce cas précis, cela impliquait le centre d'opération d'Amsterdam, le contrôle océanique de Shamwick et probablement une demi-douzaine d'autres agences qui suivaient les mouvements d'avions dans l'espace aérien européen. La confirmation est arrivée 30 secondes plus tard, accompagnée d'une voix qui semblait provenir de quelqu'un qui faisait ce travail depuis plus longtemps que moi. Spectre, ici le contrôle militaire d'Amsterdam. Nous avons confirmé votre état d'urgence. En attente de coordination avec le contrôle aérien civil. C'est alors que j'ai prononcé la troisième phrase. Celle qui nous sauverait la mise ou nous tuerait tous. Plateforme NLP handoff. Maintenir la trajectoire de descente d'urgence. C'était une demande de traitement prioritaire et de routage d'urgence. Le genre de choses qui dégagerait les autres avions de notre route et nous donnerait des vecteurs directs vers l'aéroport approprié le plus proche. Mais plus que cela, c'était un signal que celui qui pilotait cet avion savait exactement ce qu'il faisait et avait l'autorité pour prendre des décisions que les pilotes civils ne pouvaient pas prendre. En quelques secondes, les données ont commencé à affluer via le système de communication d'urgence, vecteurs de vent à plusieurs altitudes, conditions météorologiques aux aéroports de déroutement potentiel, calcul de carburant et de finesse, et une douzaine d'autres informations qui pourraient faire la différence entre un atterrissage d'urgence réussi et un cratère fumant dans la campagne néerlandaise. Mais le plus important était la voix qui s'est fait entendre dans le haut-parleur suivant. Calme, professionnel, et parlant anglais avec un léger accent néerlandais. Spectre, centre d'opération d'Amsterdam. Nous avons des vecteurs d'urgence vers la base aérienne 270 de Focale. Distance 42 000 nautiques. La piste est en cours de dégagement pour un atterrissage d'urgence. Focale. Je connaissais ce nom. Ancienne base de l'OTAN construite pendant la guerre froide, quand tout le monde craignait le passage des bombardiers soviétiques au-dessus du pôle. Longue piste conçue pour accueillir tout, des avions de chasse aux avions cargo lourds. Si nous pouvions aller aussi loin, nous avions une chance. Eric me fixait comme si je venais de faire un tour de magie. Comment avez-vous fait? À qui parlez-vous? Des gens qui savent comment gérer les urgences. J'ai répondu, en traçant déjà notre route vers Focale sur l'écran de navigation. Les contrôleurs militaires ne paniquent pas et ne posent pas de questions stupides. Ils se contentent de. L'avion a de nouveau claqué, plus violemment cette fois, et j'ai senti le moteur restant perdre encore quelques centaines de tours. Le temps pressait, mais nous avions maintenant une destination et des gens au sol qui travaillaient activement pour nous aider à y parvenir. Derrière nous, j'entendais le chaos se poursuivre dans la cabine passager. Les gens pleuraient encore, priaient encore, posaient encore aux hôtesses de l'air des questions sans réponse, mais ils n'avaient pas besoin de connaître les vecteurs vent, la finesse et les fréquences d'urgence. Ils avaient juste besoin de faire confiance aux personnes dans le cockpit, qui savaient ce qu'elles faisaient. Et pour la première fois en 2 ans, je le savais vraiment. La radio a de nouveau grésillé, cette fois avec une voix différente, plus jeune, plus pressante. Spectre, soyez prévenus, des véhicules d'urgence sont prêts à Focale. Le personnel médical est alerté en cas de victime potentielle. Quel est le nombre de passagers et le niveau de carburant? 237 passagers à bord, répondis-je en lisant les chiffres sur l'écran du manifeste. Le carburant est. J'ai vérifié les jauges et fait un rapide calcul mental. Le carburant va être serré. Il nous restera peut-être 10 minutes de réserve de carburant lorsque nous atteindrons vos coordonnées. Bien reçu, Spectre. Vous êtes autorisé à rejoindre Focale. Maintenez le cap actuel. Tout autre trafic a été dévié. Je jetai un coup d'œil à Eric, qui luttait toujours pour maintenir l'avion à niveau et stable malgré les vibrations croissantes de notre moteur en panne. La sueur perlait sur son front, mais ses mains étaient fermes sur les commandes. Avez-vous déjà fait atterrir un avion de ligne sur une piste militaire, lui demandai-je. Il secoua la tête. Jamais. Eh bien, dis-je en ajustant notre cap pour nous diriger directement vers Focale. Il y a une première fois à tout.
La campagne hollandaise défilait sous nos yeux, des champs verdoyants et des petites villes qui semblaient paisibles et normales à 9000 mètres d'altitude. Les gens là-bas vaquaient probablement à leurs occupations quotidiennes, inconscients qu'un avion de ligne accidenté traversait péniblement le ciel au-dessus d'eux. Mais nous n'étions plus des passagers. Nous étions des pilotes avec une mission, et cette mission était de ramener 237 personnes au sol saines et sauves. Il était temps de voir si Spectre était encore capable de fonctionner. Le moteur droit s'éteignit dans un bruit que je n'oublierai jamais. Pas une explosion spectaculaire ni une panne mécanique, mais un simple silence terrifiant. Un instant, il se débattait, toussait et crachotait comme un vieil homme souffrant d'une maladie pulmonaire, et l'instant d'après, il s'arrêta net. Les vibrations qui avaient parcouru l'appareil cessèrent brusquement, laissant un silence étrange, pire que toutes les alarmes et tous les avertissements. Le visage d'Eric pâlit tandis qu'il regardait les paramètres du moteur s'arrêter sur son écran. Flamme éteinte, dit-il doucement, comme s'il annonçait la mort de quelqu'un, ce qui était en quelque sorte le cas. J'étais déjà en train d'ajuster la gouverne de direction pour compenser la poussée asymétrique, mais je sentais l'avion vouloir virer à droite, vouloir percuter le sol en spirale, car la physique se fiche de nos espoirs et de nos prières. Le moteur restant tournait à plein régime, assurant la pleine charge nécessaire pour nous maintenir en vol. Et je voyais bien, d'après les instruments, qu'il n'était pas satisfait de la situation. La température du moteur de grimpe, ai-je signalé en regardant les chiffres grimper jusqu'à la zone jaune. Pas encore rouge, mais ça y arrive vite. On lui en demande trop. Combien de temps avant la surchauffe ? A demandé Eric, même si je voyais à son expression qu'il savait. Déjà que la réponse ne serait pas bonne. J'ai fait le calcul de tête, en prenant en compte notre réglage de puissance actuelle, la température extérieure et la vitesse à laquelle la température du moteur montait. L'entraînement militaire avait ancré ces calculs dans mon cerveau jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques, comme les tables de multiplication pour les pilotes. Peut-être 10 minutes, ai-je dit. 15 si on a de la chance. Eric resta silencieux un instant, absorbant ce que cela signifiait. Avec un moteur complètement éteint et l'autre sur le point de se consumer, nous ne volions plus. Nous planions, tel un oiseau de métal de 170 tonnes sans point d'atterrissage, la gravité nous tirant progressivement vers la campagne hollandaise. L'avion vibra tandis que je réduisais la puissance du moteur restant, essayant de gagner quelques minutes avant qu'il ne surchauffe complètement. Mais réduire la puissance signifiait perdre de l'altitude plus vite, et donc moins de temps pour trouver une piste convenable. C'était un jeu perdu, quelle que soit la façon dont on jouait. Voilà, dit soudain Eric en désignant un point sur l'écran de navigation, Twin Airbase, une ancienne installation militaire à environ 40 km au nord-est. La piste est suffisamment longue et elle est encore entretenue pour les atterrissages d'urgence. J'ai affiché les coordonnées sur mon écran et j'ai senti mon estomac se nouer. 40 km auraient aussi bien pu être 400 km vu la situation actuelle. Sans puissance moteur et avec notre altitude qui s'écoulait comme l'eau d'un barrage rompu, nous aurions de la chance de planer la moitié de cette distance. Et si on avait des options plus proches ? J'ai demandé, alors que je calculais déjà les fins cesse et les vecteurs vent, essayant de tirer le meilleur parti possible de notre descente. Eric a secoué la tête. Rien d'assez convenable. Il existe des aérodromes plus petits, mais les pistes sont trop courtes pour un avion commercial. On dépasserait la cible et on finirait dans un champ, ce qui ne serait pas forcément fatal si le champ était assez long et plat. Mais s'écraser contre une grange ou un bosquet à 240 km/h n'était pas l'idée que tout le monde se faisait d'un bon moment. Mieux valait viser une piste convenable et espérer pouvoir prolonger notre planée juste assez pour l'atteindre. La jauge de température du deuxième moteur grimpait maintenant régulièrement dans le rouge. Je l'entendais presque hurler sous la pression. Le métal se dilatait au-delà de ses limites de conception. Les roulements s'asséchaient. Les aubes de turbine vibraient à des fréquences qui détruiraient tout l'assemblage. On va perdre le deuxième moteur, ai-je dit à Eric. Ma voix était neutre, malgré les implications, il était inutile d'édulcorer la réalité. La question est de savoir s'il s'éteindra ou explosera en premier. Quelle est la différence ? Si l'avion s'éteint, on plane. S'il explose, on risque de perdre le système hydraulique, les commandes de vol, peut-être une partie de l'aile. À ce moment-là, on n'atterrit nulle part. Eric serra les mains sur son manche. 23 ans de pilotage d'avions commerciaux, et il n'avait probablement jamais rien connu de pire que de violentes turbulences ou un passager ivre. Il envisageait maintenant la possibilité bien réelle de devenir une statistique dans les rapports d'accidents d'aviation. La radio crépitait,
Avec les nouvelles du centre des opérations d'Amsterdam. Les secours se mobilisaient à la base aérienne de Twin, mais ils étaient aussi honnêtes quant à nos chances. La voix du contrôleur aérien était professionnelle et calme, mais j'entendais une nuance d'inquiétude. KM 447, sachez que votre trajectoire de descente actuelle vous amènera à environ 8 km de la piste Twin. Avez-vous des options pour prolonger votre descente? 8 km, c'est comme 800, mais je n'étais pas encore prêt à abandonner. N'attendez pas, dis-je à Eric. On peut tout éliminer. Carburant, eau, tout ce qui n'est pas fixé. Les passagers nous remercieront quand nous nous en sortirons tous. Au lieu d'être raclés à la spatule dans un champ, les doigts d'Eric parcouraient le panneau de gestion du carburant, ouvrant des vannes qui déverseraient des milliers de kilos de kérosène dans l'atmosphère. Pas vraiment écologique, mais les arbres nous pardonneraient si nous évitions de les percuter. J'ai ajusté l'assiette de l'avion, troquant vitesse contre distance, essayant de maximiser notre finesse. L'équilibre était délicat. Trop raide et nous serions en dehors de la piste. Trop plat et nous décrocherions et tomberions comme une pierre. La température restante du moteur était maintenant dans le rouge. Et je voyais les voyants d'alarme commencer à clignoter sur l'écran du moteur. Fatigue du métal, chute de pression d'huile, niveau de vibration en hausse vers des zones dangereuses. Il va lâcher prise, dit Eric doucement, observant les mêmes instruments que moi. Je sais. Que fait-on quand ça arrive? J'ai regardé par le pare-brise le paysage hollandais en contrebas. Des champs, des fermes et des petites villes où les gens vaquaient probablement à leurs occupations habituelles du samedi après-midi, complètement inconscients qu'un avion de ligne accidenté traversait péniblement le ciel au-dessus d'eux. On a atterri comme un planeur, ai-je dit, et je le pensais. Un gros planeur lourd et rapide, mais juste un planeur quand même. Eric m'a regardé comme si je lui avais suggéré de battre des bras et de voler. Tu ne peux pas être sérieux. Sérieux. Je l'ai déjà fait. C'était un mensonge. Je n'avais jamais fait atterrir un avion de ligne commerciale sans moteur, car c'était le genre de chose qui n'arrivait qu'une fois dans la carrière d'un pilote s'il était extrêmement malchanceux. Mais je m'y suis entraîné, j'ai simulé, j'ai étudié tous les cas d'atterrissage réussis sans pilote dans l'histoire de l'aviation. La théorie allait devenir pratique, et la pratique allait devenir survie. Le deuxième moteur émit un bruit comme un broyeur à déchets essayant de digérer une clé à molette, puis se tut. Nous planions maintenant. 200 âmes dans un tube métallique, faisant confiance à la gravité et à l'aérodynamique pour nous mener en sécurité. Tiens bon, murmurai-je, plus pour moi-même que pour Eric. On y arrivera. Car l'alternative était inacceptable. Piloter un avion de ligne hors d'usage n'a rien à voir avec piloter un planeur. Les planeurs sont faits pour ça. Légers, élancés, conçus pour glisser sur les courants aériens comme un oiseau. Un avion de ligne commerciale sans moteur est en fait une brique de 170 tonnes dont les ailes tombent du ciel à une vitesse qui rendrait Sir Isaac Newton fier et terrifierait tout le monde. Mais voilà le truc avec les briques, si on sait ce qu'on fait, on peut les faire rebondir sur l'eau. Et si on est vraiment doué, vraiment chanceux et vraiment désespéré, on peut les faire atterrir sur les pistes. Le silence. Dans le cockpit était assourdissant maintenant que les deux moteurs étaient éteints. Fini le grondement réconfortant, fini les vibrations constantes dans la cellule. Juste le sifflement du vent sur les ailes et le craquement occasionnel du métal s'adaptant à des contraintes qu'il n'était pas censé supporter. On se croirait dans une bibliothèque. Là où les livres parlaient de mort et où le bibliothécaire était la gravité elle-même. Je n'avais plus que des commandes manuelles. Plus d'assistance hydraulique, plus d'ordinateur fly-by-wire pour m'aider. Juste un pilotage à l'ancienne, manche et gouvernail, la force contre la physique, l'expérience contre l'entropie. Mes mains agrippaient le manche comme si je m'accrochais au bord d'une falaise, car d'une certaine manière, c'était le cas. Eric énonçait nos paramètres d'un flot constant. Altitude, vitesse, cap, taux de descente. Sa voix était calme et professionnelle, mais je percevais la tension sous-jacente. 23 ans de vol et il n'avait jamais été dans une situation où le manuel disait « Désolé, vous êtes seul ». Altitude 2400 mètres, descente à 360 mètres par minute, rapporta Teil. Vitesse 280 nœuds et en baisse. Je pilotais désormais l'avion au feeling, utilisant toutes les astuces apprises à l'entraînement militaire. Ajuster l'assiduité pour maintenir la vitesse de planée optimale. Utiliser le gouvernail pour assurer la coordination. Observer l'horizon et faire confiance aux instruments. Même si votre instinct vous le dit. Tomber du ciel ne peut pas bien finir.
Derrière nous, à travers la fine porte du cockpit, j'entendais le chaos dans la cabine passager. Les gens pleuraient, priaient, téléphonaient à leurs proches. Les hôtesses de l'air essayaient de calmer tout le monde, luttant probablement contre leur propre peur. Et quelque part dans ce chaos, Marielle et Bren se rendaient compte que leur vie dépendait désormais de l'ex-mari instable dont ils se moquaient une heure plus tôt. La voix de Brent, aiguë de panique, perça le bruit de la cabine. Vraiment? Pilotait-il vraiment cet engin? Je n'entendais pas la réponse de Marielle, mais je l'imaginais. Elle m'avait vu en uniforme quand nous étions mariés. Elle avait entendu des histoires d'atterrissage d'urgence et de quasi-accident. Elle savait de quoi j'étais capable, même si elle l'avait oublié pendant la procédure de divorce. Et bien sûr que oui. Pas de pilote automatique, pas de puissance moteur, aucune marge d'erreur. Juste moi, les lois de la physique et une bonne dose d'entêtement. L'avion devenait de plus en plus difficile à contrôler à mesure que la vitesse de l'air diminuait. Sans pousser moteur pour maintenir le contrôle, je devais travailler plus dur pour maintenir le vol droit et horizontal. Les gouvernes devenaient molles, moins réactives, comme si on essayait de diriger une voiture dans de la mélasse. 1830 mètres, cria Eric. On va être à court de piste. J'apercevais maintenant la base aérienne jumelle au loin, une tache grise sur la verte campagne hollandaise. La piste paraissait incroyablement petite à cette altitude, comme une ligne tracée au crayon. Mais elle était là, et c'était notre seule chance. Le problème, c'est qu'Eric avait raison. On allait être à court. Pas de beaucoup. Peut-être 1 kilomètre ou 2, mais en aviation, on ne se rapproche pas. On atteint la piste où on n'y arrive pas, et on manque de se retrouver avec un cratère fumant au lieu d'un atterrissage réussi. J'ai légèrement piqué du nez, échangeant altitude contre vitesse, essayant d'allonger un peu plus notre planée. C'était un jeu dangereux. Trop de vitesse et on dépasserait même la piste. Si on l'atteignait. Trop peu, et on décrocherait et on chuterait comme une pierre de 1000 pieds. Eric a signalé que le taux de descente augmentait. C'est à ce moment-là que la fumée a commencé à remplir la cabine. Ce n'était pas la fumée des moteurs. Ceux-ci étaient morts et ne pouvaient plus produire de fumée. C'était de la fumée électrique. L'odeur âcre d'isolant brûlé et de circuits surchauffés. Un système, qui n'était pas conçu pour fonctionner sans moteur, s'éteignait lentement. Les gens ont commencé à tousser et à paniquer encore plus. J'entendais les hôtesses de l'air crier des instructions pour se couvrir le nez et la bouche avec des vêtements. L'éclairage de secours fonctionnait toujours, projetant cette étrange lueur verte dans toute la cabine, mais je me demandais combien de temps la batterie tiendrait. Il faut qu'on atterrisse maintenant, ai-je dit à Eric, même s'il le savait déjà. Le train d'atterrissage, a-t-il dit soudainement. Devrions-nous sortir le train d'atterrissage? C'était la question à $1 million. Sortir le train augmenterait considérablement notre traînée, ce qui accélérerait notre chute, mais nous aiderait aussi à ralentir pour l'atterrissage. Le problème était le timing. Le sortir trop tôt, et nous n'atteindrions jamais la piste. Déployer-le trop tard, et nous toucherions le sol trop vite pour survivre. Pas encore, décidai-je. Nous avons besoin de chaque centimètre de planée possible. Je voyais clairement la piste maintenant. Une bande de béton taillée dans le paysage verdoyant. Des véhicules d'urgence étaient alignés le long des côtés, camions de pompiers, ambulances, matériel de sauvetage. Ils nous attendaient, ce qui était à la fois réconfortant et terrifiant. Réconfortant car les secours étaient prêts. Terrifiant car ils ne s'attendaient visiblement pas à ce que cela se passe bien. 2000 pieds, cria Eric. On sera encore court. J'ai regardé le tableau de bord, calculant les distances, les angles et les taux de descente avec la partie de mon cerveau entraînée précisément pour ce genre de situation impossible. Nous étions proches. Tellement proches. Mais ce n'était pas suffisant. C'est alors que j'ai pris une décision qui allait soit nous sauver tous, soit nous tuer tous. Je vais forcer la sortie du train manuellement, annonçai-je. Les yeux d'Eric s'écarquillèrent. Sans hydraulique, c'est impossible. Regardez-moi. J'ai attrapé le train manuel. La poignée de rallonge, un équipement que la plupart des pilotes commerciaux ne touchent jamais de toute leur carrière. Elle était conçue pour des situations d'urgence comme celle-ci. Mais l'utiliser était risqué. Le train pouvait se verrouiller correctement ou non. Il pouvait nous ralentir suffisamment pour atteindre la piste, ou créer une traînée si importante que nous risquions de nous écraser contre les arbres. Mais ne rien faire était synonyme d'échec,
et je n'étais pas venu jusqu'ici pour abandonner maintenant. 300 mètres, dit Eric doucement. Ça va être dur. J'ai tiré de toutes mes forces sur la poignée de rallonge manuelle du train. Je sais. Le sol s'est précipité sur nous comme un poing furieux, et pendant une fraction de seconde, je me suis demandé si c'était ainsi que cela allait finir. Non pas dans un élan de gloire héroïque, mais avec moi. Creusant un cratère dans le champ d'un fermier hollandais pendant que 200 personnes criaient mon nom avec terreur plutôt que gratitude. La poignée de rallonge manuelle du train avait mobilisé toutes mes forces, et je n'étais toujours pas sûr qu'elle ait fonctionné. Il était censé y avoir un indicateur mécanique. Position du train d'atterrissage, mais la moitié des instruments du tableau de bord étaient soit hors service, soit donnaient des indications incompréhensibles. Piloter au pif prend un tout autre sens lorsqu'on se demande littéralement si son train d'atterrissage est verrouillé. La piste de Twin Airbus paraissait incroyablement étroite sous cet angle, comme essayer d'enfiler une aiguille sur des montagnes russes. Ce qui avait semblé une cible raisonnable vue d'altitude ressemblait maintenant à un timbre-poste entouré d'arbres, de bâtiments et de toutes sortes d'obstacles qui transformeraient notre atterrissage d'urgence en une boule de feu spectaculaire. Eric annonçait les altitudes comme un compte à rebours avant la fin du monde. 150 mètres, 120 mètres, 90 mètres. Je voyais des véhicules d'urgence individuels alignés le long de la piste comme des jouets arrangés par un enfant jouant au désastre. Des camions de pompiers avec leurs gyrophares allumés. Des ambulances prêtes à intervenir. Des équipes de secours qui avaient probablement des familles à retrouver après ce qui allait se passer. 60 mètres, dit Eric, la voix tendue par la concentration. Vitesse 180 nœuds. On arrive en trombe. Trop en trombe. Il faisait vraiment trop chaud. Mais je ne pouvais plus rien faire, à part descendre en espérant que la piste serait assez longue pour accueillir un avion qui n'était rien d'autre qu'un missile guidé avec passagers. Le nez pointé vers le bas à un angle qui aurait provoqué une crise cardiaque à mon ancien instructeur de vol. Ce n'était pas une approche normale, loin de là. C'était un crash contrôlé, et la partie contrôlée était discutable. 30 mètres, annonça Eric. Le temps ralentissait comme il le fait dans les moments de crise absolue. Je pouvais voir chaque détail de la surface de la piste, chaque fissure dans le béton, chaque ligne peinte marquant l'endroit où les avions normaux étaient censés atterrir. Des avions normaux avec des moteurs et des systèmes hydrauliques en état de marche, et des pilotes qui n'essayaient pas de poser une brique avec des ailes. J'ai pris une décision brillante ou suicidaire. J'ai piqué du nez en premier. Dans les procédures d'atterrissage normales, on pose d'abord le train principal, puis on abaisse doucement la roue avant. Mais ce n'était pas un atterrissage normal, et j'avais besoin de savoir si notre train était bien verrouillé avant de m'engager à faire atterrir l'avion de tout son poids. Le train avant a heurté la piste avec un bruit de coup de feu, suivi d'un impact violent qui a fait vibrer tous les rivets de la cellule. L'avion a légèrement rebondi, signe positif, car cela signifiait que le train tenait, puis s'est reposé dans un grincement et un raclement qui ressemblaient à la plus grande râpe à fromage du monde. Train sorti, a crié Eric. Et j'ai perçu le soulagement dans sa voix. On a le contact, mais on n'en avait pas encore fini. Loin de là. J'ai remis l'avion à l'horizontale et j'ai descendu le train principal sur la piste. L'impact a été terrible, plus dur que n'importe quel atterrissage que j'avais jamais fait de ma vie. Les passagers derrière nous ont dû se sentir comme dans un accident de voiture, projetés contre leur ceinture avec une force telle qu'ils auraient pu en subir des ecchymoses. Des étincelles ont jailli du train d'atterrissage, des traînées orange vives dans ma vision périphérique. Les pneus en caoutchouc se désintégraient probablement sous la pression, mais tant que les jambes de force métallique du train tenaient, on pourrait bien y arriver. Les freins hurlaient comme des banchés. Sans puissance moteur, je n'avais pas d'inversion de poussée pour ralentir, donc tout dépendait du freinage mécanique et de la traînée que je pouvais créer avec l'avion lui-même. J'ai tiré sur le volant, essayant d'utiliser les ailes comme aérofrein, sentant l'avion vibrer et vibrer, luttant contre les lois de la physique. Nous décélérions, mais pas assez vite. Le bout de la piste s'approchait comme un mur de briques, et au-delà, un bosquet d'arbres allait transformer notre atterrissage d'urgence réussi en un échec retentissant. « Allez » ai-je murmuré en serrant les dents. « Allez, espèce de salaud. » Ralentissez. L'avion a dérapé latéralement lorsqu'un des pneus du train principal a fini par lâcher complètement. Nous glissions maintenant, plus que nous ne roulions, laissant des traces noires de caoutchouc et probablement de métal sur le béton derrière nous. Le train avant vibrait si fort que j'ai cru qu'il allait se briser. Eric lisait les distances. 300 mètres de piste restant. 240 mètres, 180 mètres.
Les arbres devenaient de plus en plus grands, beaucoup plus grands. Je voyais des branches individuellement. J'imaginais le bruit qu'elles feraient tandis que nous les traversions, même si nous étions encore en vie. À 120 mètres, Eric s'écria, on ne s'arrêtera pas à temps. Mais, miracle, impossible, nous y sommes parvenus. À exactement 150 mètres du bout de la piste, l'avion s'est immobilisé en tremblant. Le silence soudain était assourdissant. Pas de bruit de moteur, pas de crissement des freins, pas de grincement de métal, juste le son lointain des sirènes d'urgence et le sifflement du vent à travers les pièces endommagées de l'avion. Pendant un instant, personne ne bougea, personne ne parla. Nous restâmes assis dans le cockpit, à contempler les arbres que nous n'avions pas heurtés, essayant de réaliser que nous étions en vie. Puis la cabine derrière nous explosa. Pas de cris cette fois, mais des acclamations. Des applaudissements. Des cris de soulagement plutôt que de terreur. Quelqu'un criait, on a réussi. On a réussi. Encore et encore, je lâchais lentement le volant, les mains tremblant comme si j'avais eu une pause. Les gouvernes se relâchaient sans pression hydraulique, et je réalisais que je sentais à peine mes doigts après avoir serré les commandes si fort pendant si longtemps. Eric me fixait comme si je venais de faire un tour de magie. Comment diable as-tu fait ça? Je regardais par le pare-brise les véhicules d'urgence fonçant vers nous, leurs gyrophares allumés, les équipages prêts à évacuer les passagers et à vérifier les blessures. Des gens normaux faisant un travail normal, confrontés à ce qui était probablement la journée la plus anormale de leur carrière. Honnêtement, je ne sais pas. Je l'avoue. Mais il y avait quelque chose que je savais. Quelque chose qui résonnait dans ma tête comme un disque rayé. Une voix de mon passé, issue des évaluations de performance et des bilans psychologiques, et de toutes les raisons qu'il avait données pour me virer de l'armée de l'air. Pendant quelques secondes, tu t'es à nouveau figé. La prochaine fois. 0 astérisque. C'est ce qu'ils avaient écrit dans mon dossier. Pendant quelques secondes d'hésitation lors d'un exercice d'entraînement qui les avait convaincus que je ne pouvais pas gérer les situations de pression. Ces secondes avaient mis fin à ma carrière militaire, détruit mon mariage et fait de moi un simple civil avec un problème d'alcool et un rendez-vous thérapeutique 2 fois par semaine. Mais cette fois, là où ça comptait vraiment, quand 200 vies étaient en jeu, je n'avais pas figé du tout. J'avais pris l'avion. La salle d'audience ressemblait à un drame judiciaire, murs lambrissés, éclairage fluorescent qui donnait l'impression que tout le monde était tuberculeux, et un jury qui se comportait comme s'il décidait du sort du monde libre au lieu de se contenter d'examiner un atterrissage d'urgence. 5 membres de la Fédérale Aviation Administration étaient assis derrière une longue table recouverte de dossiers, d'ordinateurs portables et de tasses à café qui avaient probablement été remplies plus de fois qu'on ne voulait le compter. Ils avaient passé en revue l'incident pendant 3 semaines, analysant chaque donnée, chaque transmission radio, chaque décision que j'avais prise pendant ces 20 minutes où la physique et la chance étaient les seuls obstacles qui nous séparaient du désastre. La salle était bondée de personnes venues pour diverses raisons. Des représentants de compagnies aériennes en costume coûteux tentaient de trouver un moyen de minimiser leurs responsabilités. Des enquêteurs d'assurance, avec leurs presse-papiers et leurs calculatrices, additionnaient le coût d'un avion endommagé et les poursuites potentielles de 200 passagers traumatisés. Des journalistes, avec leurs carnets et leurs enregistreurs, espéraient que quelqu'un dirait quelque chose de pertinent qui leur donnerait un autre angle d'attaque. Et assise au fond, presque cachée derrière un pilier, se trouvait Marielle. Elle avait assisté à ces audiences comme un fantôme entend son ancienne vie. Elle ne m'a jamais adressé la parole, n'a jamais salué ma présence, elle a juste regardé tout se dérouler avec ses yeux verts qui m'avaient autrefois fait oublier mon nom. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle faisait là ni ce qu'elle espérait accomplir. L'audience durait depuis 2 jours déjà. Ils avaient examiné les dossiers de maintenance de l'avion, les conditions météorologiques, les procédures d'intervention d'urgence. Ils avaient interrogé les hôtesses de l'air, les passagers, et même certains des secouristes qui étaient prêts à intervenir à la base aérienne de Twin. Mais aujourd'hui, c'était mon tour. La présidente du jury, une femme aux cheveux gris nommée Patricia Walsh, qui semblait avoir affaire à la bureaucratie de l'aviation depuis les frères Wright, m'a appelé à la table des témoins. Le microphone grésillait sous l'effet du Larsen tandis que je le réglais, et je me suis retrouvé à fixer une salle pleine de gens qui attendaient tous de juger si j'avais bien agi ou si j'avais simplement eu de la chance. Monsieur Ray, commença Walsh. Nous avons examiné les rapports préliminaires et les déclarations des témoins concernant le vol KL 447. Avant d'aborder vos actions pendant l'urgence, pourriez-vous préciser vos qualifications pour le compte rendu? J'ai ouvert mon carnet de vol.
Le même carnet usé relié en cuir que je portais depuis mon premier jour de formation au pilotage, il y a 15 ans. Chaque heure de vol y était consignée. De mon premier vol solo sur un Cessna 152 à ma dernière mission comme pilote de F-16 avant que tout ne dérape. Jackson Reeve, ancien pilote de l'US Air Force. J'ai commencé à garder la voie ferme malgré les circonstances. 15 ans d'expérience de vol militaire, dont des opérations de combat sur 3 théâtres d'opération. Certifié sur F-16 Fighting Falcon, T-38 Talon et KC-135 Stratotanker Aircraft. L'OTAN s'est qualifié pour les opérations de vol international. Temps de vol total 3247 heures. L'un des panélistes, un homme plus jeune qui a probablement volé un bureau plus que ce qu'il a volé des avions, s'est penché en avant avec une expression sceptique. Monsieur, selon vos documents de décharge militaire, vous avez été retiré du statut de vol en raison de préoccupations psychologiques. Plus précisément, l'évaluation indique que vous avez démontré des hésitations lors des exercices de prise de décision critique. Comment conciliez-vous cette évaluation avec vos actions pendant cette urgence? C'était là. L'hésitation de 4 secondes qui avait détruit ma carrière militaire et m'a probablement coûté mon mariage. Le moment de l'incertitude humaine qui avait convaincu un panel de psychologues que je ne pouvais pas faire confiance à la responsabilité de piloter des avions militaires. J'ai regardé le panéliste pendant un long moment, puis j'ai ouvert mon journal de bord à une page que j'avais marquée avec un petit morceau de papier. L'évaluation à laquelle vous faites référence était basée sur un seul exercice d'entraînement mené dans des conditions simulées, ai-je dit. Au cours de cet exercice, j'ai hésité pendant environ 4 secondes tout en traitant plusieurs échecs de système dans des avions traînés à T-38. L'évaluation du psychologue a déterminé que cette hésitation avait démontré un inapprovisionnement pour les opérations de vol continu. La chambre était morte silencieuse. Même les journalistes avaient cessé de griffonner dans leurs cahiers. Cependant, j'ai poursuivi, l'évaluation n'a pas tenu compte de plusieurs facteurs. Premièrement, l'urgence simulée a été intentionnellement conçue pour être insoluble en utilisant des procédures standards. Deuxièmement, mon hésitation de 4 secondes s'est produite pendant que je calculais des solutions alternatives qui n'étaient pas couvertes dans le manuel de formation. Troisièmement, et surtout, l'évaluation a été menée dans un environnement contrôlé où la seule conséquence de l'échec était une mauvaise note. J'ai fermé le journal de bord et j'ai regardé directement le panéliste sceptique. Le vol KL-447 n'était pas un environnement contrôlé. Il n'y avait pas de filet de sécurité, pas de bouton de réinitialisation, aucune possibilité de réessayer si je prenais la mauvaise décision. 200 vies dépendaient du bien faire les choses la première fois. La chaise du panneau a pris quelques notes sur son pad juridique, puis m'a regardé. Monsieur Reeve, discutons de votre décision d'accéder au système de communication militaire d'urgence. Cet équipement est classé et limité au personnel autorisé uniquement. Qu'est-ce qui vous a donné le pouvoir de l'utiliser? Rien ne m'a donné l'autorité, ai-je admis, mais quelqu'un dans ce cockpit devait établir une communication directe avec les centres de contrôle du trafic aérien qui pourraient coordonner notre atterrissage. D'urgence. Le capitaine Vanderberg n'avait pas la formation ou l'autorisation pour utiliser les protocoles de communication militaire. Je l'ai fait. Vous avez donc enfreint la loi fédérale. J'ai sauvé 200 vies. Un autre panéliste, un homme plus âgé avec le look altéré de quelqu'un qui avait passé du temps dans de vrais cockpits, a parlé. Monsieur Reeve, nous promenez-nous tout au long de votre processus décisionnel lors de l'approche finale. Pourquoi avez-vous choisi de déployer le train d'atterrissage manuellement plutôt que de tenter un atterrissage du ventre? C'était le truc technique que je pouvais gérer. Les chiffres et les problèmes de physique et d'ingénierie qui avaient des solutions claires si vous saviez ce que vous faisiez. Un atterrissage du ventre aurait nécessité une piste parfaitement plus douce avec déploiement de mousse d'urgence. J'ai expliqué que la base aérienne jumelle n'avait pas de capacité en mousse et que la longueur de la piste était marginale pour notre vitesse d'approche. Le déploiement de l'équipement manuellement était un risque calculé, mais il nous a donné les meilleures chances de nous arrêter à la distance de piste disponible. Ils ont posé des questions sur les vecteurs de vent et les angles d'approche et les taux de descente. Ils voulaient savoir pourquoi j'avais choisi de toucher les engrenages nasaux d'abord au lieu de suivre les procédures d'atterrissage standard. Ils ont remis en question chaque décision que j'avais prise au cours des dernières minutes lorsque nous glissions vers ce qui aurait pu être un désastre. Ils ont remis en question chaque décision que j'avais prise au cours des dernières minutes lorsque nous glissions vers ce qui aurait pu être un désastre. J'ai répondu à chaque question avec des faits et des chiffres et des explications techniques. Mais ce que je voulais vraiment leur dire était plus simple que tous les problèmes de jargon de l'aviation et de conformité réglementaire.
Lorsque cet avion a perdu les 2 moteurs, il n'y avait pas de manuel à suivre, aucune liste de contrôle de procédure qui couvrait comment décrocher un avion de ligne mort sans hydraulique et aucune marge d'erreur. Il y avait juste une formation et un instinct et la certitude absolue que l'échec n'était pas une option. L'audience a duré 6 heures. Quand c'était fini, quand toutes les questions avaient été posées et que tous les formulaires avaient été remplis, je suis sorti de ce bâtiment en sachant que j'avais tout fait correctement. Mais je savais aussi qu'être juste et être justifié étaient 2 choses très différentes. Alors que je traversais les portes du hall dans la lumière du soleil de l'après-midi, j'ai vu Marielle debout près de l'ascenseur de parking. Elle était seule, pas de Brent en vue, juste elle dans une enveloppe de manille qu'elle serrait comme si elle contenait des secrets d'État. Pour la première fois en 2 ans, elle m'a regardé directement. Jackson, dit-elle doucement. Nous devons parler. 3 semaines après l'audience, j'ai reçu un appel téléphonique d'Eric Vanderberg. La voix du capitaine néerlandais était plus chaude par téléphone que dans le cockpit lors de notre atterrissage d'urgence. Probablement parce que nous n'avions pas chuté vers le sol à l'époque. Jackson, a-t-il dit. Certains des passagers veulent organiser une réunion. Rien d'extraordinaire, juste une chance pour les gens de rencontrer l'homme qui les a ramenés à la maison en toute sécurité. Seriez-vous intéressé? Mon premier instinct a été de refuser. J'avais eu suffisamment d'attention, suffisamment de contrôle, assez de personnes m'avaient effacé toute décision. Passons aux autres triomphes et aux catastrophes des autres. Tenu dans un petit centre communautaire près de la base aérienne Twin, la même piste où nous avions fait notre atterrissage d'urgence. Up. Tout le monde, mais assez pour remplir la pièce de conversation dans une demi-douzaine de langues et l'éclatement occasionnel de rire nerveux qui provient de personnes qui ont partagé une expérience de mort imminente. J'ai reconnu quelques visages de cette journée chaotique. L'homme d'affaires de première classe qui avait attrapé mon bras en l'air beaucoup plus détendu dans des vêtements décontractés au lieu de son costume cher. La jeune mère avec l'enfant qui m'a présenté son bébé comme si j'étais un oncle préféré. L'homme âgé qui avait agité ses accoudoirs si étroitement, serrant maintenant ma main de doigts réguliers et me remerciant en anglais brisé. Mais ce sont les conversations qui m'ont fait. Pas les discours officiels de remerciement ou les expressions polies de gratitude, mais les moments personnels silencieux où les gens m'ont dit ce que ce jour avait signifié pour eux. Une adolescente m'a montré une lettre d'acceptation du collège me disant qu'elle avait décidé d'étudier l'ingénierie aéronautique à cause de ce qu'elle avait été témoin dans le cockpit. Une femme plus âgée a mentionné qu'elle s'était réconciliée avec sa sœur arrangée après avoir réalisé à quel point la vie pourrait être fragile. Un homme dans la trentaine a dit qu'il avait quitté son emploi en tant qu'un comptable et ouvert le restaurant dont il avait toujours rêvé parce que presque mourant lui avait appris que des choix sûrs n'étaient pas toujours les bons choix. Ce ne sont pas des déclarations dramatiques ou des épiphies qui changeaient la vie. C'était de petits moments de clarté humain qui avaient grandi sur 20 minutes de terreur contrôlée à 30 000 pieds et d'une manière ou d'une autre, ma décision d'entrer dans ce cockpit avait fait partie de ces moments possibles. Eric a prononcé un bref discours sur la sécurité aérienne et l'importance de la préparation aux urgences. Le représentant de la compagnie aérienne a parlé d'amélioration des procédures de formation et des systèmes de communication améliorés. Tout le monde était très professionnel et se préoccupait de ne pas trop s'attarder sur la proximité que nous devions tous devenir une statistique dans les rapports d'enquête sur les accidents. Mais alors quelque chose d'inattendu s'est produit. Je l'ai vue avant de me voir, debout près de l'arrière de la pièce comme si elle n'était pas sûre qu'elle y appartenait. Marielle avait l'air différente d'une manière ou d'une autre, peut-être, ou tout simplement plus incertaine que la femme confiante qui me se moquait de l'allée de la compagnie aérienne il y a 3 semaines. Elle était seule, pas de Brent, pas de combinaison chère, pas de consultant d'entreprise Swagger, juste mon ex-femme en jean et un pull tenant une enveloppe de manille comme si elle contenait quelque chose de fragile. Lorsque nos yeux se sont rencontrés à travers la pièce, elle s'est approchée du genre de foulée déterminée dont je me suis souvenu de notre mariage. La même promenade qu'elle avait utilisée quand elle avait quelque chose d'important à dire et n'allait rien laisser l'empêcher de le dire.